Chaque année, descendant de la Chine, du Népal, du Bhoutan et de l'Inde, les eaux des rivières et des fleuves grossissent, débordent, inondent et viennent enrichir les terres du Bangladesh durant les longs mois de la mousson. Nous sommes à Daoudkhendi, à 2 heures au sud-est de la capitale Dhaka, à la fin du mois d'août. Dans un environnement a priori hostile, voici une aventure humaine improbable. L'histoire de quelques milliers de paysans et d'une ONG qui ont transformé ces inondations en une véritable aubaine. Il y a 15 ans, je suis allé à Daoudkhendi pour la première fois. Les conditions étaient très différentes. À cette époque-là, les gens dépendaient totalement de l'agriculture. Comme leurs terres sont situées dans des zones basses adjacentes à un cours d'eau, à cause des inondations, ils ne pouvaient pas produire plus d'une récolte par an. Je me suis rendu compte que la communauté s'était mobilisée pour développer une pêcherie. Et très rapidement, cette initiative est devenue une entreprise privée. Si on regarde bien, ils ont fait des inondations un atout sur des terres qui ne produisaient rien pendant 4 à 5 mois. Et grâce à l'élevage de poissons, ils ont eu une production et des revenus complémentaires. En plus, avec le poisson, ils ont eu des protéines alors qu'ils en manquaient. Et le tout a transformé leur vie de façon extraordinaire. Supposez que vous êtes paysan. Vous pouvez travailler votre terre seulement 6 à 8 mois par an. Le reste du temps, vous attendez, impuissant face aux inondations. Vos voisins font de même. Un jour, quelqu'un vient vous dire que vous pourriez gagner de l'argent en produisant du poisson sur vos rizières pendant la saison des pluies. Cette personne, c'est Moshed. Ça a été très difficile de faire comprendre à chacun que cette aventure serait possible sur des étendues d'eau aussi grandes, que la communauté pourrait trouver l'argent pour le faire, que l'on pourrait empêcher le poisson de fuir, les nourrir, les pêcher et les vendre. Moshed mettra 2 ans à convaincre les communautés d'investir et de créer ensemble une entreprise de pêche. Les jeunes qui sont là, ils connaissent l'histoire? Il y a eu une centaine de projets ici, et il y en a d'autres partout au Bangladesh. Si on ne raconte pas cette histoire, elle sera oubliée vu qu'on a commencé ici à 10-12 personnes. Alors, vous nous la racontez? Je m'en souviens plus. Nos jeunes s'en rappellent s'il y a des profits à en tirer. Sinon, ils oublient tout. Il y a 20 ans, Moshed travaillait pour une société de cartographie. Amené à se rendre dans la région de Daoudkhendi, il se lie d'amitié avec les populations locales. En étudiant les cartes, il se rend compte que certaines zones inondées pourraient être propices à la pisciculture. Il est convaincu qu'une exploitation de ces terres permettrait aux villageois d'obtenir un revenu supplémentaire et décide de développer un programme en s'appuyant sur Shishuk, l'ONG qu'il vient de créer. À la même époque, il entend parler d'un appel à projet piscicole et soumet son idée. La fondation Ford était le principal bailleur de fonds pour cet appel à projet. Ils sont venus me voir et m'ont dit « L'idée est géniale, mais vous êtes trop jeune pour faire ce projet ». J'avais repéré une zone inondée de 20 km² déjà fermée par la route et une digue avec 3 régulateurs de débit d'eau. Il y avait une petite rivière de 7 km de long dans cette même zone. Mon idée était de préserver la pêche sauvage dans cette petite rivière pour que les paysans puissent continuer à pêcher, tout en convertissant tout le reste de la zone inondée en entreprise piscicole et de permettre aux propriétaires de gagner plus d'argent. C'était ça, mon idée. Finalement,
Je n'ai pas eu de soutien pour ce projet. Mais j'ai quand même décidé de continuer avec une idée moins ambitieuse. Et je me suis dit, voyons ce que nous pouvons faire sans l'aide des bailleurs de fonds. L'ONG Shishuk nous a présenté les responsables. Ils ont organisé de nombreuses réunions. Ils nous ont expliqué beaucoup de choses, tous les avantages, les bénéfices, et donc on a compris qu'on avait intérêt à le faire. On a beaucoup parlé, certains étaient pour et d'autres contre. Dès qu'on commence quelque chose, il y a toujours des gens qui sont contre. Dès que quelqu'un exerce un leadership dans ce pays, il y en a qui s'y opposent. Si l'un disait « on fait ce projet », un autre disait « non, on n'en a pas besoin, sans ce projet ça ira bien quand même ». À ce moment-là, il y avait deux groupes très opposés. Même la police est intervenue. Quand le projet a commencé, j'ai dit que si on le rejoignait, on aurait des difficultés en tant qu'agriculteur, que les champs allaient être endommagés, les limites entre les terrains de chacun allaient disparaître et qu'en plus on ne récupérerait pas notre argent. C'est ce que je pensais et ma femme aussi. On leur donnerait de l'argent mais qu'au final ce serait de l'argent perdu. Quand il a fallu mettre en place le projet, on nous a tous réunis et on nous a dit « une action vaut 10 €. Et si vous avez 1200 mètres carrés de terre, cela vaut 3 actions, donc 30 €. Après avoir rassemblé l'argent de toutes ces actions et délimité le périmètre de la pêcherie, on a pu commencer. Une grande partie du capital est alors investie dans la construction d'infrastructures. Ici une digue, là une vanne, afin de retenir et contrôler l'eau. C'est ainsi que les villages sont reliés progressivement les uns aux autres, créant un tout nouvel environnement. Une fois les infrastructures terminées, on a acheté des petits poissons. On les a mis dans l'eau, on leur a donné à manger et les poissons sont devenus grands. Une fois grands, on a commencé à les vendre et on a distribué les bénéfices. Au début, les bénéfices sont faibles, mais au bout de 2 ans, c'est toute une économie locale qui voit le jour. Toute une filière qui se met en place. Des emplois sont créés dans la pêche, dans le tri des poissons, dans la vente. Des entreprises se développent dans l'aliment pour le poisson, la glace, le transport. Ainsi, certains multiplient leurs sources de revenus. Il y en a des gros ici? Oui, encore plus gros que ça. Ah oui? Certains font 5 kilos. Il y en a des bien gros alors? Je fais beaucoup de choses. Je fais du riz, j'ai des actions dans le poisson et en plus, je travaille pour la pêcherie. Avec tout ça, je gagne très bien ma vie. Ma vie a complètement changé. Comme tout le monde, je rêvais de la ville. Quand on n'a ni maison ni voiture, c'est facile de se dire qu'on va se lancer dans un petit commerce en ville, comme dans l'informatique. Mais l'argent ne revient pas au village. Et ça, c'est un énorme problème.
En restant ici à Daoud-Kandi, j'ai pu développer mes affaires, j'ai pu investir. Je suis devenu la deuxième ou troisième affaire la plus importante. Je suis financièrement stable. J'ai acheté plus de terres avec mon propre argent, en mon nom. Je suis devenu un homme d'affaires reconnu dans la région. Tout ça grâce à la pêcherie. Après des études en ville, Ibrahim est revenu au village. C'est ainsi qu'il a suivi toute l'évolution de la pêcherie et a su saisir sa chance. Auparavant, au Bangladesh, les initiatives de développement se concentraient pour la plupart sur la mise en place de coopératives et il n'y avait pas eu beaucoup d'efforts pour développer le secteur privé. Mais ici, on a tout de suite mis en place une initiative privée, une entreprise commerciale. Les propriétaires terriens ont acquis une ou plusieurs actions et même ceux qui n'avaient pas de terre ont pu obtenir une action contre de l'argent. C'est alors qu'un véritable secteur privé a vu le jour. Nous savons qu'au Bangladesh, tous les efforts de développement avant celui-là étaient fondés sur la coopération. Ici, ils sont fondés sur l'entreprise. C'est ça la grande innovation. On réalise qu'aujourd'hui, sans l'entreprise, il n'y a pas de croissance. Donc, de ce point de vue, c'est une vraie réussite. Progressivement, c'est toute la plaine qui se redessine, car les villages voisins créent de nouvelles pêcheries avec l'aide de l'ONG Shishuk. Dans sa volonté d'intégrer l'ensemble de la communauté et de voir tout le monde devenir actionnaire et entrepreneur, Shishuk négocie 2 règles. Aucun propriétaire ne peut posséder plus de 20 actions et chaque famille sans terre aura une action. Shishuk investit elle aussi dans le capital. Nous avons 20 à 25% du capital. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est que nous voulons rester dans le projet. Je veux dire que le premier défi est l'appropriation du projet par les communautés, mais nous voulons rester impliqués comme les propriétaires. Nous ne voulons pas être là uniquement pour apporter notre aide. Nous n'aimons pas mobiliser de l'argent auprès des bailleurs de fonds. Et nous ne voulons pas non plus faire payer nos services à la communauté. Pour que cela soit plus facile, nous avons investi dans le capital et nous percevons ainsi nos dividendes. Avec cette somme, nous essayons de couvrir nos frais de gestion et l'assistance que nous apportons aux communautés. L'autre raison, c'est que cela nous a permis de préacheter 5 à 10% de parts pour les personnes sans terre. Comme ça, les propriétaires terriens ont moins de raisons de refuser d'impliquer les sans terre. To involve the landless people. Si vous voyez quelqu'un qui vole du poisson, vous devez nous le signaler. C'est illégal de ne pas nous le dire. Vous devez veiller sur le projet. Pas la peine d'attraper le voleur, vous devez nous prévenir. D'ailleurs, voilà nos directrices, Madame Monira et Madame Kulsum. C'est elles que vous devez prévenir s'il se passe quelque chose. Je suis agricultrice et directrice.
J'ai été élue par les agriculteurs et mon devoir, c'est de veiller sur eux. Je dois m'assurer que les agriculteurs feront une bonne récolte et je m'engage à défendre leurs intérêts. On compte seulement 2 femmes directrices sur l'ensemble des pêcheries. Chaque pêcherie élit un comité directeur pouvant aller de 10 à 20 personnes. Ce comité directeur est en charge de gérer la pêcherie depuis la production jusqu'à la vente et le partage des bénéfices. Les élections ont lieu tous les 2 ans. Seuls les propriétaires possédant une superficie égale ou supérieure à 1200 mètres carrés peuvent se porter candidats afin de s'assurer qu'en cas de malversation, le comité directeur peut se rembourser. Ce sont les gens de son village qui ont poussé Kulsum à devenir directrice car elle avait dénoncé des situations irrégulières. Vous voyez par exemple les oncles de mon mari. À eux deux, ils ont la plus grande partie des terres de ce projet. Quand ils ont commencé à les louer, ils ont déclaré une superficie plus grande que ce qu'ils possédaient. D'après mes calculs, ils ont doublé leur surface. Tout cet argent qu'ils ont touché en trop pendant 10 ans, on leur a prélevé cette année pour le remettre dans le projet. Avant la sous-traitance, les gens disaient que beaucoup de directeurs étaient corrompus et déclaraient plus de dépenses. Mais c'est faux. Sans capital, comment je fais du business? Avant, nous avions un petit capital. Et ça ne suffisait pas pour acheter de quoi nourrir les poissons. Nous avions un contrat avec un magasin qui nous fournissait 30 000 € de nourriture, que nous devions rembourser au bout de 2 mois. Mais c'est impossible de faire du poisson en 2 mois. Il faut 3 mois minimum. Et parce qu'on n'était pas en mesure de nourrir correctement les poissons, la production était mauvaise. Au début, tout s'est bien passé, puis il y a eu des désaccords entre les directeurs, des problèmes de responsabilité. Certains directeurs n'ont pas versé les dividendes, et c'est pour ça que nous nous sommes dirigés vers la sous-traitance. Un jour, il y a eu une réunion de 300 personnes. 200 ont soutenu que c'était bien de sous-traiter. On a choisi la sous-traitance, c'était la majorité. Désormais, ce sont les sous-traitants qui gèrent la pêcherie. Les directeurs élus examinent les offres de gestion et assurent le paiement des dividendes. Et depuis, les agriculteurs sont payés en temps et en heure. On leur donne l'argent avant la mousson, et après on fait la pisciculture. On distribue l'argent comme il faut. C'est pour cette raison qu'on est allé vers la sous-traitance. On est transparent avec l'argent, dans la mesure où l'on paye les agriculteurs en avance. Comme ça, c'est eux qui gèrent les profits ou les pertes. Ce n'est plus notre problème, ni celui de la communauté. Si on s'est accordé sur une somme, c'est cette somme qui sera distribuée aux actionnaires. Maintenant, les gens touchent leur argent comme il faut. Ce n'est pas un bail au sens propre du terme. C'est plutôt un contrat de gestion, une sous-traitance aux actionnaires de la communauté. Nous n'ouvrons pas notre projet à des investisseurs extérieurs. Nous voulons d'abord nous assurer qu'un petit groupe de la communauté travaillera plus et s'engagera avec une logique d'affaires afin d'être plus performant et de produire de meilleurs résultats. Si nous voyons que les choses vont dans le bon sens, il sera possible de revenir au mode de fonctionnement initial, sans sous-traitant. Mais pour l'instant, c'est une évolution pour corriger et améliorer notre mode de fonctionnement, le rendre plus efficace. Est-ce véritablement une solution pour améliorer le fonctionnement? Après avoir donné le goût des affaires à certains,
La suite logique n'est-elle pas que ces derniers aient envie de produire plus, pour gagner plus? Combien tu donnes? Combien tu donnes? Combien tu donnes? Ok, 2, 3, 4, ok, 5, allez, 5 euros, ok. Depuis la sous-traitance, on est entré dans la compétition. On a investi plus et on a produit davantage. Pour cette raison, la production nous rapporte plus. C'est ça l'idée. Mais une partie des directeurs sont aussi des sous-traitants. Ils se regroupent afin d'augmenter leur capital et gagner la gestion de plusieurs pêcheries. Comment s'assurer qu'ils ne défendent pas que leurs propres intérêts? Pour Moshed, il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est ça qu'on a bâti. C'est ça notre vrai succès, je pense. Les gens peuvent être à la fois actionnaires, sous-traitants et propriétaires. Nous facilitons tout ça pour la communauté. Au départ, les gens étaient de petits actionnaires. Ensuite, ils ont fait partie du comité des directeurs et de cette manière ont appris la gestion de la pêcherie. Maintenant, ils peuvent sous-traiter la pêcherie en tant qu'entrepreneurs. C'est ça le succès de toute cette aventure. Lorsque j'envoyais du poisson à la ville, parfois ça rapportait, parfois non. Maintenant que je gère la sous-traitance, avec ce que ça rapporte, j'ai acheté des terres et je les ai louées au projet. Mes affaires ont décollé. Avant, je pouvais dépenser 5 000 euros et je n'en gagnais que la moitié. Maintenant, je peux en gagner 8 000, voire 10 000. Dans cette pêcherie, je fais partie du groupe chargé de la sous-traitance. Et je suis dans le comité des directeurs. Je fais aussi de la politique. Je suis membre de la Ligue Awami. J'y occupe un poste haut placé. Je ne pense pas qu'à mon profit personnel. Je pense aussi à l'intérêt de la communauté. Je suis impliqué dans les deux communautés, mais je n'en profite absolument pas pour défendre mes propres intérêts. Les actionnaires n'ont pas l'envie ou les moyens de s'investir dans les affaires de la pêcherie. Beaucoup de facteurs entrent en jeu. La superficie des terres, les revenus, la taille des familles, le nombre d'enfants à envoyer à l'école, l'ambition, l'âge, la santé. Quelques-uns se réjouissent d'ouvrir un commerce de proximité, un resto sur le pouce, un petit café. Sur le plan technique, nous sommes au top de la production. De manière générale, dans les plaines inondées, la production naturelle est de 0,15 kg à l'hectare. Dans nos pêcheries, c'est 4 tonnes à l'hectare. Donc, vous pouvez imaginer là où nous sommes arrivés. C'est un vrai bond en avant. Vous allez bien? Bon, on va se mettre au travail. Vous êtes de Chapatoli, hein? Donc vous allez travailler vers Chapatoli. Et vous irez dans la zone dont vous avez la responsabilité. Hein? Et en fin d'après-midi, après le travail, vous passerez ensemble au bureau pour pointer. Ok? Allez-y.
On a beaucoup travaillé pour en arriver là, des jours et des nuits. On a appris quel type de culture correspond à telle espèce de poisson. On n'y connaissait rien. Il faut commencer celui-ci à tel moment, celui-là à un autre. Par exemple, nous ne savions pas quand commençait la production de nos tilapias. On les lâchait à la va-vite en hiver, alors qu'il ne fallait pas. On ne savait pas quand il fallait commencer la production, quand il fallait donner à manger, quand il fallait donner les médicaments. Mais maintenant, nous savons. Et la production a augmenté. On veut continuer à investir, mais il reste des problèmes, parce qu'on doit terminer la pêche à une certaine date. Et à cause de cette date limite, on vend les poissons à prix très bas. Tout le monde débarque le poisson sur le marché en même temps. Et du coup, le prix de vente est trop faible. À l'avenir, nous allons construire une chambre froide afin de garder les poissons et pouvoir les vendre à n'importe quel moment de l'année. Mais pour l'heure, Ibrahim et les autres sous-traitants ont une solution qui n'est pas au goût de tout le monde. On est presque tous agriculteurs. Et pour les agriculteurs, ce qui vient en premier, c'est le riz. Ensuite, c'est le poisson. Le poisson n'est qu'une source de revenus supplémentaires. Mais on a vu que depuis qu'on sous-traite la pêcherie, ceux qui en ont la charge ne tiennent pas leur parole. Il y a 2 barrages des 2 côtés. Et il était convenu qu'ils les ouvrent pour laisser partir l'eau fin novembre, pour qu'on puisse labourer et semer au bon moment de l'année. Seulement eux. Ils veulent garder les poissons plus longtemps pour les laisser grossir. Alors, ils ne laissent pas l'eau s'écouler. Ils la retiennent avec des tôles ou avec des barrages. C'est un moyen de faire plus d'argent. Et pendant ce temps-là, c'est les agriculteurs qui souffrent. Pour récolter le riz, il faut au moins 10 ou 12 ouvriers. Et comme il y a encore de l'eau, personne ne veut y travailler. Vous comprenez? Regardez, ça c'est le tuyau d'écoulement. Vous avez vu comme ça part lentement? Combien de jours ça va prendre? Alors que s'ils ouvraient le barrage, ça serait 53 jours. Interpellé par quelques propriétaires mécontents, Koulsoum se rend sur place pour évaluer l'ampleur du problème. Vous n'avez qu'à parler au responsable cet après-midi. En quoi ça pose problème? J'ai déjà parlé avec lui ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tous les barrages ont été levés. C'est là-bas qu'ils ont été levés. Non, ici aussi. Non, c'est là-bas. Mais les barrages en tôle devaient être levés ici aussi. Hamid Bey, mon frère, on avait dit que tous les barrages seraient levés. Là où je suis, ils ne sont pas ouverts. L'eau ne s'écoule pas. Je suis avec les agriculteurs. L'eau stagne encore. Mais venez voir. Et tous ces problèmes, c'est à cause de quoi? À cause du poisson. Si l'eau partait librement, on n'aurait pas ces problèmes. Koulsoum interpelle les sous-traitants pour régler une bonne fois ce problème d'eau. Écoutez, pour les agriculteurs, c'est le riz qui vient en premier, ensuite le poisson. Maintenant, regardez dans les zones basses. L'eau est retenue. À cause de ça, tout le monde se plaint. Il y a des problèmes pour semer et pour récolter le riz. Ce qu'il faut, c'est lever les barrages. Les portes en tôle aussi.
Tous les barrages sont ouverts. Maintenant, si vous avez des besoins particuliers ou besoin d'aide, adressez-vous au comité. Vous aussi, vous êtes agriculteur, fils d'agriculteur, et moi, femme d'agriculteur. Nous voulons tous que la récolte de riz se passe bien, donc il faut régler ce problème d'eau. Oui, nous sommes d'accord. Nous espérons que nos efforts porteront leurs fruits. Vous aussi, priez pour ça. C'est notre souhait le plus cher, que notre projet soit une réussite. Comme ça, vous nous aiderez aussi. L'eau ne s'écoule pas. Bien sûr qu'elle s'écoule. À mon avis, si vous ouvrez les portes en tôle, l'eau partira. Elle possède pas des terres, elle? Bien sûr que si. Tu as des terres. J'ai été élue comme directrice. Tu t'es présenté aux élections et là tu parles du problème de l'eau qui stagne. Tu n'as qu'à prendre 500 € sur ta part et acheter une pompe électrique pour évacuer l'eau. Ou alors tu nous les donnes à nous trois et on fera le nécessaire pour l'évacuer, ton eau. À mon avis, quand on est focalisé sur les affaires, le principal objectif devient la rentabilité. Et en ne se préoccupant que de cela, beaucoup ne voient plus l'intérêt des individus. C'est un comportement classique qu'on retrouve dans tous les domaines. L'accent est mis sur la protection du capital, sur l'augmentation des investissements et aussi sur le profit. Et on ne se soucie plus des gens qui sont en bas de la pyramide. Ces gens-là, on les oublie. Ce néolibéralisme qui est en marche dans le monde entier a des répercussions sur le Bangladesh. Je parle de l'économie de marché, de l'économie du libre-échange. Les paysans qui ont très peu de terre viennent me dire qu'ils gagnaient plus en une saison en vendant des fruits que ce qu'ils gagnent aujourd'hui avec les dividendes de 2, 3 ou 4 saisons de pêche. Entre les saisons, ils pouvaient faire des pastèques, de l'arachide, du maïs et d'autres types de récoltes. On pouvait faire beaucoup de jute, mais aujourd'hui on ne peut plus rien faire. Ils disent aussi qu'ils ont des vaches et qu'autrefois, ils pouvaient leur donner les jacinthes d'eau à manger, faire sécher les jacinthes d'eau pour faire du feu. Ils sont maintenant privés de tout ça. Qu'est-ce que le projet leur apporte? On leur donne juste un peu d'argent chaque année, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils ne veulent pas de la pêcherie. Ça, c'est ce que pensent les personnes qui n'ont pas beaucoup de champs. Si à l'avenir, le projet fonctionne et que les agriculteurs peuvent récolter leur riz convenablement, qu'il n'y a pas de tôle ou de plastique qui retiennent l'eau trop longtemps, alors les paysans ne s'y opposeront plus. Je n'ai jamais cru que je deviendrais riche avec la pêcherie. Je travaille toujours autant la terre, j'ai toujours plein de boulot. Mon objectif principal, c'est que les gens pauvres ne soient pas trompés. Il ne faut pas que ceux qui ont plus de terre, ceux qui ont le pouvoir, fassent la loi et qu'ils les oublient. Je préfère rien dire, que le projet continue. De toute façon, je ne peux pas l'arrêter seul. Je ne suis pas le seul propriétaire, on est nombreux. Si d'ici la fin du mois, les champs ne sont pas secs, alors, au moment de la prochaine réunion, tout le monde se tiendra là, bulletin de vote à la main, et les paysans qui avaient voté en majorité pour attribuer la sous-traitance, eh bien, tous ensemble, ils jetteront les bulletins par terre. Cette année, M. Moshed a révisé les termes du contrat pour que ça ne recommence pas. Aujourd'hui, c'est l'enchère pour la pêcherie Chanteau. Aux côtés du comité directeur, Moshed espère bien profiter de cette occasion pour imposer de nouvelles règles aux enchérisseurs. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Nous sommes réunis ici pour participer à l'appel d'offres de la sous-traitance de la pêcherie. En présence des directeurs, je déclare la séance ouverte.
Pour faciliter la pisciculture durant les moussons 2015 et 2016, un contrat de sous-traitance vous est proposé. Dans l'appel d'offres public, chaque participant devra faire une lettre de crédit de 5 000 € au bénéfice du projet Shanto. Dans la gestion du projet Shanto, les sous-traitants devront évacuer l'eau pour permettre la culture du riz le 15 novembre dans les champs de la partie ouest. Et toutes les terres devront être asséchées au plus tard le 10 décembre. Vous mettez même pas à disposition une barque à moteur. Comment voulez-vous qu'on donne à manger aux poissons et que l'on vende? Vous ne faites aucune allusion à la barque à moteur. Elle est où? Vous n'imaginez pas qu'on va dépenser 5 000 € pour un projet que nous sous-traitons seulement pendant 2 ans? À propos de votre point numéro 2, l'arrangement que je souhaite est le suivant. Vous avez écrit que le paiement devait s'effectuer dans les 21 jours. Je souhaiterais que ce soit à 30 jours. Et vous avez écrit qu'il devait se faire en une fois. Moi, je souhaiterais m'acquitter de 60% d'abord, puis les 40% restants 15 jours plus tard. L'offre précédente était à 140 000. 140 000. 140 000. Moi, je dis 50 000. Écoutez, il y a 3 autres enchérisseurs. Mais là, je vous parle à vous, Abou. Augmentez un peu quand même. Non, 50 000. Vous avez dit 140 000. 140 000 ont été mis il y a 2 ans. Mais moi, 2 ans après, je ne mettrai pas plus de 50 000. 50 000. 50 000. Qui dit 60 000? Ici, j'ai 60 000. Qui dit 60 000? 86 000. Qui dit 60 000? Qui dit 86 000? 87 000. Qui dit 70 000? 70 000? Fazoul Bay. 50 000? Qui dit 82 500? Qui dit 85 000? Qui dit 85 100? 85 100. Nous comptons sur votre coopération. Si vous pensez que vous ne pouvez pas aller plus loin, si c'est bien ce que nous avons compris, alors il va falloir prendre une décision. Vous avez vos exigences et nous sommes très loin de nos attentes. Donc, vous 4 qui avez enchéri, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est vraiment bloqué? Aujourd'hui, ça fait 4 ans que le système de sous-traitance est en place. 4 ans que ça a été mis en place. Et ceux qui ont investi n'ont pas obtenu des bénéfices à la hauteur de leurs espoirs. Nous avons bien noté votre point de vue. Dans quelques instants, nous allons réunir le bureau et nous vous ferons connaître notre décision dès aujourd'hui. Merci à tous. Si les enchérisseurs se révèlent en désaccord avec les termes du contrat de location, c'est parce qu'en vérité, ils se sont entendus pour ne pas dépasser une offre à 90 000 €, soit 40 000 € de moins que lors de l'enchère précédente. Et au passage, tenter de récupérer encore des avantages. Pressés par l'approche de la mousson et afin d'éviter de mettre en péril la saison de pêche et le paiement des dividendes, quelques jours plus tard, Moshed et le comité directeur sont contraints d'accepter l'offre à la baisse.
Quand on allait acheter du poisson, on ne nous faisait pas payer trop cher. Nous avions droit à une réduction. Mais cela ne fonctionne plus comme ça maintenant. On doit payer le prix exact. Ils ne nous offrent même pas 100 grammes de poisson en plus. Oui, c'est un gros poisson. Russell Bay, il y a des œufs là-dedans? Oh, le prix du poisson a beaucoup augmenté. Avant, le kilo de tilapia valait 80-90 centimes, au maximum 1 euro. Maintenant, c'est 1,20 €, 1,30 €. En fin de saison, tout le monde pouvait avoir un peu de poisson gratuitement. Maintenant, le pauvre qui travaille dans la pêche ne peut plus avoir de poisson. Il le voit, il le trouve beau, il lui fait envie, mais il ne peut pas se l'offrir. Avant, il attendait, car il savait qu'à la fin de la récolte, on lui donnerait du poisson. Mais depuis que la sous-traitance a été mise en place, tout le monde a été floué. Ça me rend triste. C'est vrai, le poisson était disponible. Les gens pouvaient manger du poisson à volonté. Mais avec le système de la sous-traitance, on a apporté l'argent, donc vous touchez des bénéfices, et nous, on est les propriétaires des poissons. Il n'est plus question de donner du poisson gratuitement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce projet est devenu du business. C'est commercial. 15 ans plus tard, c'est la partie communauté ou la partie entreprise qui prime. Ça, c'est un sujet à étudier. À mon avis, c'est l'entreprise qui a été davantage favorisée. On est allé très loin dans son développement. Au début, le domaine le plus important était l'humain. Maintenant, l'entreprise a pris sa place. Peut-être que les hommes en tirent des bénéfices, mais le développement de l'entreprise est devenu le souci principal. Bien sûr, si l'entreprise n'existait plus, le développement qu'elle a permis s'effondrerait. Est-ce qu'on a construit une grande entreprise en donnant toutes les clés aux gens qui ont le pouvoir au niveau local? Est-ce qu'on a renforcé cette structure de pouvoir? Ou est-ce qu'on a pu donner des bénéfices réels aux plus pauvres? Ça, c'est un vrai enjeu. Enfin, l'eau se retire et découvre les premières parcelles. Aussitôt, les paysans préparent les semis. C'est un grand avantage de la pêcherie, plus besoin de nettoyer la terre ni de mettre des engrais. Le sol est naturellement fertilisé par les déchets et les aliments des poissons. Dans les zones hors projet, il faut enlever les jacinthes d'eau qui envahissent chaque recoin de terres inondées. Un travail pénible pour tous les paysans et surtout coûteux pour tous les grands et moyens propriétaires qui doivent faire appel à de la main-d'œuvre. Autrefois, pendant la mousson, les jacinthes d'eau poussaient partout. Il n'y avait pas de chemin ici. Les gens avaient beaucoup de problèmes de transport. Les routes étaient mauvaises. C'était très difficile d'aller à l'école ou au marché. On ne pouvait circuler qu'en bateau. Grâce à ce projet, on a construit des routes. On peut se déplacer plus facilement. Les enfants peuvent aller à l'école et il y a des chemins partout. Maintenant qu'on élève des poissons, il n'y a plus de jacinthes d'eau.
On dépense moins d'argent pour repiquer du riz. On a besoin de moins désherber, de moins d'engrais, de moins d'irrigation pour le riz. On n'a plus à se préoccuper de tout ça. Et la récolte de riz est bien meilleure. Après le poisson, le riz en abondance. La terre n'en finit pas d'être généreuse sans faire de différence, que les parcelles soient petites ou grandes. Oh ma fille, tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Moni, tu as mangé? Tu as mangé? Tu es allé à l'école? Tu n'y es pas allé? আবুল জব্বর ময়মনসিংহের ভাষার জন্য তারও প্রাণ কেঁদেছিল। ভাষা বাংলা ভাষার জন্য তিনিও Il y a 20 ans, c'était l'enfer ici. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, pas de télé, pas de parabole. Les gens n'étaient pas aussi conscients. Nous étions dans une situation très précaire. Maintenant que nous avons fait connaissance grâce à la pêcherie, nous nous sommes rapprochés. Avant, si j'avais besoin de quelque chose, je le trouvais dans mon village. Je n'avais pas de raison d'aller ailleurs. Avec la pêcherie, on est amené à se déplacer pour régler des problèmes ou saisir de nouvelles opportunités. Surtout en tant que directeur, par exemple, pour une maison qui a subi des dégâts à cause de la tempête, ou pour un vol de poissons. Pour plein de raisons diverses, des relations se sont tissées entre les gens. La chose la plus importante pour qu'une communauté soit soudée, c'est de construire des relations entre les gens, de créer de véritables liens. Vous pouvez toujours les former, leur parler, mais lorsque vous avez un projet concret, là, ça marche. C'est ça qui crée les liens forts. C'est ce qui permet d'innover davantage, de vivre ensemble et de résoudre les différends. What he's done now, South, is took the Tory back at fine leg to try and cut that off the left leg, I think, with that extra man on the rig. So he's telegraphing the line.
Celui qui était pauvre, on a fait de lui un homme d'affaires. Peut-être qu'on n'a pas réussi à développer son business, mais il a au moins pu être intégré en tant qu'homme d'affaires. Dans un premier temps, c'était une bonne innovation. Cependant, est-ce que cet homme a pu garder cette place? C'est bien sûr quelque chose que nous devons regarder de près. Les plus gros actionnaires vont toujours chercher plus de profit. Et celui qui est en bas de la pyramide, qui est aussi un actionnaire, voudra faire valoir ses droits. Maintenant, toute la créativité de la communauté sera de trouver un point d'équilibre. Comment lui donner une vraie place? Comment faire en sorte qu'il soit respecté? Entre ces deux extrêmes, on peut trouver un compromis. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement le défi de Shishuk, c'est le défi de toutes les grosses affaires de ce type au Bangladesh.